Extraclasse. Bienvenue à vous, chères poditrices et poditeurs, pour ce nouvel épisode Parlons pratique. Et Parlons pratique, ça rime avec année olympique, l'occasion d'un coup de projecteur plus que mérité sur l'activité sportive, et notamment à l'école. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on encourage l'activité physique et le sport de manière générale un peu partout. On entend que c'est bon pour la santé, bon pour l'inclusion, bon pour les apprentissages. Bien, je te propose de nous poser un petit peu pour voir ce qu'on sait réellement des effets du sport sur les élèves, quelles sont leurs pratiques au fil de leur scolarité, est-ce qu'on peut adresser des séances de PS à tous les élèves de la même façon, comment les raccrocher quand ils ont abandonné le sport en cours de route. Oui, parce que des notions comme l'effort ou l'entraînement, ça ne concerne pas que le PS, loin de là. Il va y avoir du sport, non Parlons pratique ce mois-ci, avec nos invités Maxime Travers et Johan Rochet. Johan Rochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'EPS dans un lycée général, technologique et professionnel dans l'Académie de Poitiers. Vous êtes également formateur académique et chargé de mission EPS à l'INSPE de Poitiers. Une petite question pour démarrer. 2024, année olympique en France, est-ce que ça a changé votre vie de prof d'EPS ? Alors, vous dire que ça a changé radicalement ma vie, ce serait se tromper. Par contre, en effet, au sein de l'équipe EPS, ça nous a vraiment invités à tisser davantage de liens autour du réseau scolaire et du réseau sportif qui nous environne, d'autant plus qu'on a eu la labellisation Génération 2024 et donc ça nous a forcément invités à nous tourner vers ce qui nous entourait autour de nous et davantage de liens avec le monde sportif en particulier, c'est vrai. Maxime Travers, bonjour. Bonjour, monsieur Forgione. Alors, vous êtes également professeur agrégé d'EPS à l'origine. Vous êtes à présent professeur des universités en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, à l'INSPE d'Aix-Marseille. Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences du mouvement et vous faites partie du pôle pilote empirique, en particulier d'une équipe qui s'appelle Corps et apprentissages fondamentaux, ce qui m'amène à une question express. Quelles sont les problématiques de recherche sur lesquelles vous allez travailler dans le cadre de cette équipe ? Alors, en continuité avec les travaux que je mène déjà dans le cadre de mon équipe au sein de l'UMR. Dans le pôle empirique, on va plus particulièrement mettre l'accent sur la relation entre sport et apprentissages fondamentaux. Et quand on parle d'apprentissage fondamentaux, des performances scolaires en mathématiques et en français. Merci. Allez, on entre dans le vif du sujet. Donc, dans une première partie, on va faire le point sur les bienfaits avérés, disons, de l'activité sportive sur les élèves. Une partie qu'on a appelée, très justement, « Mesurer les effets d'une éducation fondée sur le sport ». Pour commencer, je vous propose parmi les recherches expérimentales, certaines ont mesuré l'importance de l'activité physique sur les fonctions cognitives. On vous propose d'écouter à ce propos un extrait d'une interview d'Alice Gomez. Elle est enseignante-chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et formatrice à l'INSPE de Lyon. On sait, il y a un certain nombre d'études qui a montré que le simple fait d'augmenter le régime d'activité physique chez un enfant, ça va avoir des répercussions sur les performances académiques. Donc il y a des résultats et des méta-analyses qui montrent que plus on pratique une activité physique qui nous permet d'atteindre un état de fitness, c'est-à-dire un état de bien-être physique, plus on va avoir des performances et des réussites au niveau académique sur les compétences en mathématiques, les compétences en littératie qui vont être élevées chez les apprenants. Alors pourquoi, on va avoir ces modifications qu'on observe dans les capacités de mémorisation, dans les capacités d'attention ? Ce qu'on observe dans les études qui sont allées mesurer les modifications au niveau cérébral et qui ont été plusieurs fois répliquées, donc il y a des grosses méta-analyses qui sont convergentes de ce point de vue-là, c'est que le fait de pratiquer une activité physique régulière de 20 à 30 minutes par jour sur une durée assez étendue, ça va avoir des répercussions sur le fait de libérer davantage de facteurs qu'on appelle des facteurs neurotrophiques qui permettent au cerveau de créer de nouveaux neurones et de favoriser la survie de ces neurones dans le cerveau, notamment au niveau d'une région du cerveau qui est très importante, qui est la structure hippocampique, qui est la structure qui va nous permettre de mémoriser les informations et donc de faire des apprentissages.
Maxime Travers, en écoutant cet extrait, je vous vois tantôt hocher de la tête, tantôt dodeliner. Donc, je lance la première question. De quel type d'études on parle? De quels résultats? Alors, moi, je suis pas un neuroscientifique. Moi, je suis plutôt un sociologue. Donc, si vous voulez, moi, je travaille plus particulièrement sur la relation entre sport et les bienfaits de la pratique sportive. Contrairement à l'auteur précédent qui était centré sur l'activité physique, donc moi, je me centre sur le sport. Et la particularité du sport, et si on a l'occasion, on pourra parler éventuellement de qu'est-ce que le sport aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on constate dans nos revues de questions, et aussi dans les méta-analyses, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le sport n'a pas qu'un impact sur la santé, le sport a aussi un impact sur l'estime de soi, la pratique du sport a aussi un impact sur les compétences sociales, d'ailleurs que cette pratique du sport soit dans un cadre institué ou non institué, dans un stade ou dans la rue, et ça aussi, bien évidemment, un impact sur les performances scolaires. Mais contrairement à la personne qui m'a précédé, nous, on parle de sport, on ne parle pas d'activité physique. Est-ce que vous pouvez nous, disons-le tout de suite, faisons-la cette distinction-là, parce que je pense qu'elle va aussi tisser toute l'émission. Alors l'activité physique, c'est Kaspersen qui en a donné la définition. Ce sont des déplacements segmentaires alimentés par une activité musculaire nécessitant une dépense d'énergie. Ça, c'est l'activité physique. La pratique sportive, c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est une pratique culturelle. Et on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la pratique sportive n'est pas, comme on peut le penser, réductrice exclusivement à la compétition, c'est-à-dire le défi avec l'autre, mais que la pratique sportive peut être également un défi par rapport à un environnement, ce qu'on appelle communément l'épreuve, ou bien un défi par rapport à soi-même, ce qu'on appelle une performance. Et on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais le sport, c'est ça. C'est 3 formes d'expérience. Une expérience par rapport à soi-même, une expérience par rapport aux autres, ou une expérience par rapport à un environnement dans lequel on se trouve. Alors maintenant que les deux notions, on va dire, sont clarifiées, Johan Rocher, est-ce que vous, si on revient un petit peu sur les effets auprès des élèves, est-ce que vous les observez, je sais pas, après vos séances de PS, sur le long terme? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tout cas? Alors tout ça c'est intéressant parce que nous clairement c'est vrai qu'à l'issue de notre cours il est difficile de percevoir l'effet immédiat de notre activité avec les élèves sur leur disponibilité cognitive par exemple en mathématiques ou en français si c'était un peu l'objet de la question. Souvent et c'est assez on va dire clair entre les cours, c'est-à-dire qu'on croise les collègues qui nous disent bah là on a récupéré tes élèves, ils étaient vraiment fatigués, ils n'ont pas écouté de la leçon, donc on s'est dit bah en fait on a plutôt un effet délétère sur la disponibilité cognitive des élèves. A priori aussi on le voit et on le perçoit peut-être que à plus long terme ou dans d'autres circonstances ou en fonction de l'activité support qu'ils ont menée ou de l'intensité énergétique que ça a été ils ont éprouvé, peut-être qu'au final on a une fonction propédeutique ou préparatoire ou qui vient compléter tout du moins la notion d'exigence ou de disponibilité cognitive que doit avoir l'élève par la suite. Et puis à plus long terme, à nouveau c'est souvent un pari sur l'avenir que l'on a puisque on ne sait pas forcément si ce que l'on véhicule comme contenu d'enseignement ou comme forme de pratique avec les élèves a des répercussions, soit dans le week-end qui suit parce qu'ils ont une activité sportive ou physique, soit à plus long terme dans l'activité future d'adultes, dans l'inscription dans une salle de sport, par exemple. Est-ce qu'ils retranscrivent, est-ce qu'ils réutilisent des habitudes qu'on aurait éventuellement enseignées au cours des cours de PS? Maxime. Alors, si je peux me permettre, là, il y a des travaux scientifiques quand même qui montrent qu'il y a un double cercle vertueux entre pratique sportive et impact de cette pratique sportive chez les individus. Un cercle vertueux à court terme, un mode de vie sportif a des répercussions sur un mode de vie au sens générique du terme, avec tous les apports et les différents niveaux d'apports que je vous ai présentés. Mais il y a également de très beaux travaux scientifiques qui montrent qu'il y a un cercle vertueux à long terme. C'est-à-dire qu'on sait que des enfants sportifs ont d'autant plus de chances d'être ensuite des adultes sportifs. Et il y a des travaux qui montrent que un adulte sportif a d'autant plus de chances d'avoir à son tour des enfants qui eux-mêmes deviennent sportifs. Donc vous voyez que le véritable enjeu, c'est celui-ci. C'est un enjeu à court terme et un enjeu à long terme. Donc je pense que, Johan, il n'y a pas de question à te poser par l'impact que tu as auprès de tes élèves. À court et à long terme, ça aura un impact. Bon, ça c'est plutôt rassurant pour Johan, même s'il n'en a pas lui la visibilité immédiate. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des limites dans ces études? Il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, Maxime?
Alors je sais pas les limites. Les limites, c'est toujours les limites de ces recherches scientifiques. D'ailleurs, la première des limites, c'est la limite qui incombe à toute connaissance scientifique, c'est-à-dire qu'elle est en sursis de réfutation. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce que l'on dit peut être contredit par d'autres recherches scientifiques. Sinon, on serait pas dans la science, on serait dans l'idéologie. Ça, c'est la première des limites de tout corpus de connaissances scientifiques. Ensuite, la limite, bien évidemment, parfois on s'appuie sur des travaux qui sont des travaux inspirés d'environnements culturels différents, puisqu'on parle de travaux qui sont menés dans des pays qui sont de l'Europe septentrionale ou éventuellement d'Australie ou d'Amérique. Et là, bien évidemment, le bain culturel, l'environnement culturel, le contexte économique n'est pas du tout le même. Donc, transférer ces résultats éventuellement à ce qui pourrait se passer en France, là aussi, c'est une limite. Et puis, la limite, souvent aussi, c'est que on réfléchit de plus en plus, on réfléchit énormément sur des moyennes. Par exemple, on dit 65% des gamins en France pratiquent. Sauf que la limite, c'est qu'il faut ensuite aller rechercher ces résultats au plus près de ce que vivent dans leur environnement, dans leur tissu économique, social, familial, ce que font réellement les jeunes. Voilà, sortir de la moyenne pour aller au contact du local et de la réalité réelle auquel se confrontent les individus. Il y a une forme de complexité dans ce que vous nous expliquez, de multifacteurs. Il y a aussi sans doute peut-être une question de dose, de régularité, d'intensité, de type d'activité. Alors, je vous propose qu'on réécoute Alice Gomez qui, à partir des recherches qui ont été faites donc en neurosciences, on comprend bien, c'est un autre champ de recherche, mais elle propose des préconisations. On les écoute. Les conseils du coup qu'on pourrait donner aux enseignants, ce serait effectivement de se dire que on va avoir besoin au moins d'un temps de 20 à 30 minutes dans la matinée pour permettre aux élèves de recharger leur attention, un temps où ils vont pratiquer une activité physique. Cette activité physique, il faut qu'elle soit quand même suffisamment structurée parce qu'on peut imaginer que si on est juste sur le temps de récréation, ils vont pas suffisamment s'engager pour accéder à un niveau de fitness important. Donc ça veut dire peut-être du point de vue de l'école, réfléchir comment ce temps de récréation il est mobilisé. Est-ce que tous les élèves ont bien accès à un temps d'activité physique sur ce temps de récréation ou est-ce qu'il n'y a qu'une sous-partie des élèves qui bénéficient vraiment du fait de monter leur niveau d'oxygénation et leur rythme cardiaque pendant ce temps de récréation? Alors après, en termes d'intensité de l'activité, il n'est pas forcément nécessaire d'être sur une activité très intensive. Au contraire, ce qui est montré, c'est que si on a une activité trop intense, ça peut être défavorable pour des élèves qui ont un niveau de fitness, qui souffrent d'obésité. Ça peut être défavorable pour leur capacité de récupérer parce qu'en fait, ça va aller chercher leurs ressources énergétiques et ils n'auront plus de ressources ensuite pour le fonctionnement cognitif. Donc, essayez d'avoir une activité qui est relativement modérée, de modéré à intense au niveau des propositions qui sont faites. Donc, bien penser à le faire plus tôt le matin parce que c'est sur la matinée que c'est le plus efficace. Et puis régulièrement. Alors on vous laisse réagir sur ces propos, peut-être en commençant par Johan Rocher. Là, moi j'aimerais bien rebondir sur les effets peut-être parfois délétères ou négatifs qu'on peut voir, des élèves qui en font trop, qui arrivent peut-être pas à concilier sport de compétition et EPS en classe. Alors, ce sur quoi je voulais réagir, c'est déjà la collègue là, elle a mis en évidence en fait l'hétérogénéité à laquelle on se confronte au quotidien et que du coup, forcément que la notion d'impact énergétique ne sera pas le même en fonction du morphotype de l'élève. Et ça, c'est déjà une première réaction que je voulais donner parce qu'en effet, faire de l'activité physique très bien, mais en fonction bien sûr des ressources de chacun, c'est quand même beaucoup mieux. Et on voit aussi que à plus long terme ou plutôt dans un autre contexte, on pourrait envisager que les motifs aussi, les motivations des élèves sont bien diverses parce que mettre en mouvement l'élève, pourquoi pas, mais faut-il qu'il y trouve un objectif, un but et surtout du plaisir pour que il ait envie de continuer dans cette activité physique. Si on veut qu'elle soit régulière, ce qui est un petit peu l'objet de la remarque et du questionnement, encore faut-il qu'il ait envie d'y retourner, qu'il ait envie de prendre du plaisir à cette activité. Et donc il y a une forme ici aussi de prise en compte des motivations, des motifs d'agir de ces élèves et que l'activité physique, oui, mais à certaines conditions, à certaines limites, c'est-à-dire le plaisir pris, que ça corresponde aussi à des motivations, des motifs d'agir des élèves et puis bien sûr au morphotype et aux ressources de chacun. Maxime.
Oui, ben ça, je suis totalement d'accord avec Johan, mais il faut aussi intégrer le profil culturel. Est-ce que faire bouger un élève qui ne bouge jamais, c'est la même chose que faire bouger un élève qui a une pratique sportive compétitive? Est-ce que faire bouger un élève qui bouge mais dans un cadre non institué, c'est la même chose que de faire bouger un élève qui a décidé de ne plus bouger et d'abandonner la pratique sportive? Je crois que cette dimension culturelle est une dimension qui doit être totalement intégrée à la fois par les politiques publiques, par les politiques éducatives et bien évidemment par les enseignants d'EPS. Eh ben, vous nous offrez une transition idéale vers la deuxième partie de cette émission. Les jeunes et le sport, jouer franc jeu. Là, l'idée, c'est que Maxime et Johan, vous nous aidiez à faire un état des lieux du lien entre le sport et les jeunes. Dans une récente tribune, Maxime Travers, vous avez proposé de faire un diagnostic sérieux des liens qui unissent les jeunes et les sports. Donc, c'est ce que vous faites, c'est vos travaux de recherche, si j'ai bien compris. Alors, dites-nous en plus, quelles sont les pratiques des élèves, qu'est-ce qu'on en sait ? Oui, je crois qu'il faut essuyer les cadrans. On a une vision qui est trop caricaturale. On a d'un côté des gamins qui sont sportifs et de l'autre des gamins qui sont non sportifs. C'est comme ça que les choses sont envisagées, mais c'est pas aussi simple. Très rapidement, nous on distingue bien évidemment 4 grands types de pratiquants sportifs, des pratiquants qui n'ont des non sportifs purs, des pratiquants en compétition, en club, des jeunes qui pratiquent à l'extérieur du club et qui ont une pratique qui peut être hybride. Ils pratiquent parce que ils ont envie de gagner un match. Ils pratiquent parce qu'ils ont envie d'améliorer leur performance. Ils pratiquent parce que ils se confrontent à un environnement. Ils ont envie de le surmonter. Les 3 aspects de la pratique sportive dont j'avais parlé précédemment. Et puis on a, et ça c'est essentiel, complètement oublié, des gamins qui arrêtent de pratiquer le sport. Qui en anglais font un drop-out. Donc 4 profils, donc 4 peut-être ambitions éducatives, 4 politiques publiques, bref 4 questionnements différents. Johan, on imagine, peut-être à tort, que ces 4 profils en tant que professeur d'EPS, vous les identifiez rapidement. Ça se passe comment? Vous leur demandez, vous le voyez, comment vous jonglez avec ces différents profils, mais déjà rien qu'à les connaître. Alors, bien sûr qu'on les observe, puisque clairement, ces modalités de pratique, elles s'expriment encore plus, et certainement au moins autant que dans le registre fédéral, d'une certaine façon, d'autant plus qu'on a de plus en plus des élèves qui s'éloignent de la pratique physique et sportive, comme le disait Maxime, et puis on le constate aussi parce que avant, peut-être, on avait l'image que de toute façon, en sport ou en EPS, les élèves s'investissent parce qu'ils pratiquent, ils sont dans peut-être quelque chose d'un peu plus récréatif, d'un peu plus motivant. Pour autant, on s'aperçoit, nous, qu'on a des élèves qui vraiment traînent les pattes quand il s'agit de pratiquer, de s'investir. Donc on a ces différents profils, notamment des élèves qui sont assez éloignés de la dimension sportive compétitive, ça c'est sûr. De la dimension sportive, il y a une dépense énergétique aussi. Donc ça, on les observe. Et comment ensuite on les apprécie, ou tout du moins on aménage notre pratique, c'est justement en proposant des formes de pratique qui invitent ou qui acceptent ces différentes motivations, ces différents motifs d'agir. C'est-à-dire que l'on peut avoir encore et toujours des élèves qui sont orientés par la comparaison, par la compétition, et auquel cas forcément on va mettre en place, quelle que soit l'activité support, un registre de défis par exemple, mais aussi on va proposer d'autres formes de pratiques où là on va peut-être proposer plutôt des performances ou des performances auto-référencées, des repères, des objectifs cibles qui sont corrélés aux ressources initiales de l'élève. Et donc ça, forcément, ça nous chamboulait un petit peu forcément la façon d'enseigner l'EPS pour intégrer ces différentes dimensions motivationnelles et aussi ce vécu antérieur qui, pour certains, est vraiment modeste. Maxime. Alors, si vous me permettez, oui, je rajouterai que par rapport à ces 4 profils, il faut aussi les lire à partir de 2 variables sociologiques, à la fois le sexe et le statut socio-économique. Et là, on constate que les populations les plus fragiles, en termes aussi bien de
ne jamais avoir pratiqué l'activité, les non-sportifs ou en termes d'abandon, ce sont à la fois les populations des milieux défavorisés et ceux qui sont les plus touchés, ce sont les jeunes filles des milieux défavorisés. Ce sont celles qui abandonnent le plus et ce sont celles qui connaissent le moins la pratique sportive. Donc là, il y a aussi un véritable enjeu éducatif pour l'école, qui est le lieu de passage obligé de toute notre jeunesse, quelles que soient leurs conditions, leurs origines et leur sexe. Oui, c'est étonnant, hein, ces chiffres sur l'abandon. Moi, j'avoue que quand je les ai découverts, j'ai trouvé que c'était assez frappant, notamment effectivement chez les jeunes filles et dans les milieux défavorisés. Comment est-ce que on l'explique? Est-ce que ça évolue dans le temps, dans la scolarité aussi? Alors, si vous voulez, moi, je vais vous répondre au regard des travaux qu'on a fait. On a constaté que très vite, suivant le moment où les jeunes abandonnaient, il y avait une influence prioritaire. S'ils abandonnent dans le primaire, c'est généralement à cause des parents, qui valorisent les études ou qui éventuellement les punissent parce qu'ils travaillent mal, alors qu'on sait qu'une pratique sportive a un impact favorable sur les performances scolaires. La deuxième, c'est message aux parents déjà. Les parents, oui. Et d'ailleurs, vous constaterez qu'il n'y a aucune politique publique en direction des parents alors qu'on organise les Jeux Olympiques. Faites faire du sport à vos jeunes et à vos enfants. Là, quand ils abandonnent en collège, c'est à cause du sport lui-même. Et peut-être on y reviendra. Par l'image qu'il renvoie, par le climat qu'il entretient et par les exigences culturelles qui lui sont liées. Et enfin, on constate que s'ils abandonnent au lycée, c'est également là parce que il est difficile de rendre compatible à la fois une trajectoire sportive avec une trajectoire scolaire et que le métier d'élève, bien souvent, prend le pas sur celui de sportif. Johan, vous qui êtes en lycée, on parle de métier d'élève et on sait qu'au lycée, il y a des échéances importantes. Qu'est-ce que vous constatez sur cette question d'abandon de pratiques sportives chez vos élèves, justement, et peut-être d'une manière plus générale, les élèves de lycée, même ceux que vous n'aurez pas? Je peux que confirmer ce qu'a dit Maxime. En effet, dans le sens où plus on les voit avancer dans leur parcours de formation, plus en effet ils s'éloignent parce que il y a toute cette pression à la fois des échéances qui sont le bac, par exemple, les examens, aussi une forme de pression par les pairs qui nous attirent vers autre chose, d'autres activités qui ne sont pas forcément l'activité sportive. Et donc clairement, qu'elle soit volontaire dans le cadre de l'association sportive de l'UNSS ou obligatoire, on constate en effet que les élèves s'en éloignent au fur et à mesure, et en particulier, c'est vrai, comme le disait Maxime, pour le public féminin tout particulièrement, et dans les filières professionnelles auxquelles j'enseigne, où on voit vraiment qu'on a très peu d'élèves féminines investies dans le cadre de l'association sportive, par exemple. Donc c'est une réalité, et pour toutes les raisons qu'a évoqué Maxime. Oui, Maxime. Alors il y a un pic de l'abandon. Ce pic de l'abandon, c'est en collège. C'est là où on constate que le processus du décrochage est le plus marqué, alors que ça soit des études internationales ou que ça soit nos propres constats. Hein. Voilà. Et donc là, il faut revenir sur le fait que c'est le sport qui est à l'origine de cet abandon. Et ça, c'est fondamental. Et il y a des travaux qui montrent, mais qui sont pas français, que souvent chez les jeunes filles, c'est à cause du climat qu'elles abandonnent, parce qu'elles ne trouvent pas un climat bienveillant, un climat heureux, un climat favorable, un climat d'entraide, alors que chez les garçons, c'est à cause de l'image que ça renvoie d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ils ne trouvent pas les moyens d'exprimer un niveau de performance, ils ne sont pas valorisés par rapport à ce qu'ils se produisent. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir les nuances suivant la nature des sexes. Alors si je peux compléter un petit peu, en effet, dans la nuance justement, très rapidement, c'est de montrer aussi que selon le format que l'on propose dans les activités, par exemple de l'association sportive, on s'aperçoit que on attire peut-être davantage certains types de publics ou plus de publics au sens large, parce que justement cette pratique offre différentes modalités. Par exemple, en escalade, on peut rentrer dans un registre très compétitif de performance, faire la meilleure cotation, mais on peut aussi, et on le voit beaucoup, d'élèves qui viennent pour le plaisir tout simplement de venir ensemble, pratiquer ensemble, ça donnait une activité physique sans but de compétition, c'est clair, et simplement par le sentiment ou le besoin d'affiliation qu'elle procure, par exemple. Alors, on a vu qu'il y a plusieurs profils, qu'il y a aussi pas mal de décrocheurs avec un pic dans le secondaire. On va se demander dans la troisième partie de l'émission s'il ne faudrait pas, et là je vous cite Monsieur Travers, une EPS avec plusieurs S. Alors Johan, justement, en préparant cette émission, vous nous avez parlé plusieurs fois de mise en réussite des élèves. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, dans le fait d'amener nos élèves à réussir, c'est leur, en fait, offrir différents biais, différents moyens pour qu'ils accèdent à la réussite sans que ça soit forcément, on va dire, le registre normatif qui s'applique à eux avec un référentiel de performance comme on a pu le connaître peut-être auparavant. Et donc, nous, en tout cas, on essaie de jouer, en effet, de plus en plus sur le registre auto-référencé, partir des ressources des élèves pour leur fixer des objectifs cibles à atteindre. Aussi, on travaille beaucoup sur la notion peut-être d'interdépendance collective qui est un moteur peut-être de l'activité aussi des élèves et un moyen de réussir puisque, bon, vous le savez peut-être, mais en EPS, on apprécie et on enseigne des notions motrices, c'est sûr, c'est le terreau de notre travail, mais par contre, à côté de ça, on évalue, on apprécie aussi des notions, des compétences méthodologiques et sociales qui sont aussi des leviers pour la réussite de ces élèves qui n'ont pas forcément, on va dire, des prédispositions motrices, mais qui peuvent, par leur engagement dans l'idée de réussir, de progresser, et de par cette interdépendance ou ce travail au profit de l'autre, faire valoir d'autres types de compétences qui, je crois, sont de plus en plus on va dire d'actualité et appréciée dans l'enseignement de l'EPS. Et puis aussi, on fait forcément varier on va dire les formes de pratique que l'on propose. J'ai déjà évoqué ce registre-là, mais je pense que c'est important de montrer qu'en fait, que au sein d'une activité, d'une APSA, comme on dit chez nous, quel que soit le champ d'activité dans lequel on se trouve, il y a le moyen de réussir soit par, comme le disait Maxime, se comparer à l'autre ou dans l'opposition, mais on peut aussi se réussir parce qu'on a réussi son objectif cible, ou on a réussi parce qu'on a réussi à réaliser un projet collectif, un projet commun. Et ça, c'est des nouvelles modalités qui sont, pour moi, différents leviers pour amener nos élèves vers la réussite au sens large. Maxime. Oui, si je me permets de rebondir, bon, on appelle dans notre jargon, enfin, c'est Ichberg qui a utilisé ce terme. Ce qui est intéressant de constater, c'est que quand les gens pratiquent à l'extérieur des stades, ils s'orientent vers ce qu'on appelle des pratiques hybrides, c'est-à-dire des formes de pratiques où ils choisissent eux-mêmes les motifs pour lesquels ils s'engagent. Et je crois que la vocation d'un prof de PS, c'est de montrer que quand on pratique du sport, il y a plusieurs motifs, il y a plusieurs raisons d'agir, et que la vocation d'un prof, c'est de leur montrer cette diversité pour qu'ensuite les élèves puissent à leur tour choisir quelle est la modalité dans laquelle ils préfèrent se réaliser. Si je prends l'exemple de l'escalade, alors certes, on peut être dans la compétition, monter côte à côte et voir le premier qui arrive en haut. On peut être aussi dans l'épreuve, c'est-à-dire arriver à franchir un bloc, arriver au sommet d'un mur d'escalade, et puis on peut être dans la performance, c'est-à-dire monter plusieurs fois et tenter à chaque fois d'avoir un temps de grimpe qui soit le plus réduit possible. C'est ces choses-là qu'il faut préparer, qu'il faut proposer aux élèves. Alors bien évidemment, ensuite, autour de l'éducation physique, il y a des ambitions éducatives qui sont celles de la socialisation, qui sont celles de la citoyenneté, qui sont celles de la construction d'un projet collectif. Mais la vocation disciplinaire de l'EPS, c'est de faire connaître cette diversité de la culture sportive afin qu'ensuite les élèves choisissent en connaissance et en culture. Est-ce que c'est ce que vous entendez quand vous parlez de tutorat culturel, qui serait une façon d'amener les moins sportifs? Alors dites-nous ce que c'est. Ça, c'est tout à fait autre chose, parce qu'en fonction des 4 profils qu'on a repérés tout à l'heure, alors on propose aux 4 profils ces formes de pratiques hybrides, épreuve, performance, compétition. Et ensuite, en fonction des profils, on va gérer les choses de manière différemment. Pour les non-pratiquants, nous, chez les filles défavorisées, dans les Bouches-du-Rhône, c'est autour de 10% des gamines quand même, ce qui est important, 1 sur 10. Là, on propose de contrôler 2 variables, à la fois l'effort, puisque ce sont des gamines qui n'ont jamais mis leur corps en situation d'inconfort, parce que c'est ça la définition de l'effort. Et donc ça, il faut le contrôler. Et ensuite, ce qui serait intéressant, ce qu'on ne fait jamais en EPS, moi je tourne, c'est de proposer du tutorat culturel, c'est-à-dire mettre en relation des sportifs avec des gens qui ne connaissent pas du tout le sport, qui peut être un mode de construction d'une diade qui peut être intéressant sur le plan éducatif, et construire bien évidemment une sorte de relation d'interdépendance entre sportifs et non sportifs. Johan, il y a des choses très concrètes, très terre à terre. Moi, j'en faisais partie. Il y a parmi les élèves des détails qui font qu'on aime moins le sport. Il y a des élèves qui détestent les odeurs de sudation, et puis d'autres qui rentrent dans les gymnases et qui adorent ça. Ça leur donne une sorte d'adrénaline. Il y a ceux qui boudent un petit peu l'activité physique. Comment vous les gérez très concrètement ces profils d'élèves ?
Alors, par rapport à ce que dit justement, je rebondis sur ce que disait Maxime, parce que cette notion d'effort est le premier facteur ou le premier obstacle qui se pose à ces élèves par rapport à le fait que nous, dans le corps en mouvement, forcément, il y a un effort physique à produire à plus ou moins grande échelle selon les activités, mais malgré tout, il faut accepter cette sensation d'inconfort provisoire ou durable pour certains, et ça passe par, je pense, plusieurs registres. Le premier, c'est de rendre accessible déjà le but à atteindre, c'est-à-dire que si la marche est trop haute à franchir, clairement, donc on est dans l'adaptation en fait au niveau des élèves, et puis ensuite de maquiller un petit peu l'effort avec un registre soit qui gravite autour du plaisir lié à cette atteinte de l'objectif, lié à la récompense ou parce que on a obtenu un certain nombre de points, par exemple, ou parce que on a réussi quelque chose de collectif. Ça, c'est ces différents moyens qui nous permettent, à nouveau, un peu comme pour la réussite, de prendre en compte ces élèves qui sont un petit peu réfractaires. Alors, moi, Johan, je prendrais un peu mes distances avec ce que tu viens de dire. Moi, je crois qu'il faut pas maquiller, avec les élèves. Il faut placer l'effort au centre du processus d'apprentissage. Il ne faut pas que l'effort soit la conséquence de mauvais résultats. Il faut que l'effort devienne la construction de sa propre réussite. Il faut qu'il y ait un changement radical de point de vue entre effort et résultats scolaires. Et pour ça, il ne faut pas que l'effort soit subi, mais il soit choisi. Il ne faut pas que l'effort soit imposé par un prof, mais il soit co-construit. Il ne faut pas que l'effort soit imposé, mais qu'il soit consenti. Il est fondamental aujourd'hui de placer, mais quelles que soient les disciplines d'ailleurs, l'effort au centre d'un processus d'apprentissage. Il faut apprendre à l'élève à savoir travailler. C'est, me semble-t-il, un objectif fondamental. Et savoir travailler, c'est savoir s'enseigner, se fixer un objectif, définir des moyens et construire des outils d'évaluation objectifs et subjectifs pour constater si les efforts fournis ont un effet positif ou négatif. En ce sens, il y a un vrai lien entre l'EPS et les autres disciplines. Est-ce que vous êtes amené à travailler justement en interdisciplinarité, Johan ? Alors au lycée, c'est pas forcément en effet évident toujours de mettre en place des projets avec d'autres disciplines. Ça se fait peut-être davantage au niveau par exemple du collège, mais ça existe. Ça existe dans le sens où on a par exemple un partenariat qu'on voit souvent maths ou SVT avec nous, où on va essayer de justement apprécier pourquoi pas la performance d'un élève à travers des indicateurs plus précis peut-être, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'évident ou tout de suite facile à mettre en place et facile à exploiter avec les élèves, même si c'est une tendance qui, je pense, a toutes ses vertus. Un autre lieu aussi où l'interdisciplinarité, ou en tout cas le passage de l'EPS aux autres disciplines peut être intéressant, c'est l'évaluation, parce qu'on en parlait, Johan, quand on a préparé l'émission. En fait, vous mettez en place des modalités d'évaluation pour justement compenser éventuellement l'hétérogénéité et ne pas décourager, des modalités qui sont assez novatrices et qui seraient intéressantes à mettre en place dans d'autres, on peut se dire en mathématiques, quand on a des difficultés en mathématiques. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure sur la notion, par exemple, d'autoréférencement. Maxime disait des objectifs. C'est vrai, c'est pas forcément maquiller cet effort, mais c'est rendre en tout cas l'objectif accessible pour pas que, en gros, la marche soit trop haute pour ces élèves. Et donc, dans nos modalités d'évaluation, en général, il y a toujours une part que l'on essaie de mettre en place autour d'une notion d'autoréférencement. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à atteindre qui est à peu près au prorata, au regard de mes ressources que l'on a établi lors d'un diagnostic en début de séquence, par exemple. Et puis, il y a aussi forcément peut-être à côté une part culturelle plutôt normative ou brute qui nous permet d'apprécier aussi ceux qui sont dans d'autres registres et qui ont aussi à faire valoir une motricité plus développée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est sur le registre méthodologique et social. Il faut apprécier, avoir en tête que notamment nos dernières évaluations en ce qui concerne par exemple le baccalauréat, c'est 12 points en gros sur la motricité, sur le savoir pratiquer, ce que je dis le savoir pratiquer. Et puis on a 4 points à peu près
après sur le savoir s'entraîner, et puis 4 points sur le savoir s'entraider. Et là, à nouveau, on a, je crois, de nouveaux leviers qui sont intéressants parce qu'on apprécie aussi ce qu'on évoquait au départ, c'est que l'activité sportive n'est pas une activité purement individuelle, elle doit se faire par et pour l'autre, pourquoi pas, et c'est des compétences que l'on apprécie sans doute qui peuvent être intéressantes d'envisager, autrement qu'en EPS, peut-être dans d'autres matières, et notamment cette idée que l'on part en fait de ce que sait faire l'élève avant de envisager d'évaluer ce qu'il ne sait pas faire. Maxime. Oui, je voulais dire, je rejoins totalement ce que vient de dire Johan. Il y a pas de souci sur cette notion d'autoréférencement. Je crois que c'est la base. Il faut que l'élève sache ce qu'il est capable de produire. Mais ensuite, il faut pas que cet autoréférencement soit une fin en soi. C'est-à-dire une fois qu'il a repéré ce qu'il sait faire, il va fonctionner exclusivement par rapport à lui-même. J'insiste là-dessus. La comparaison est un invariant anthropologique. On ne peut pas se construire sans se comparer aux autres. D'ailleurs, quand on évalue son propre effort, il n'a de sens que par rapport à l'effort que produisent les autres. Alors moi, je comprends très bien que les enseignants d'éducation physique et même tous les autres enseignants soient sur l'autoréférencement. Mais il faut qu'ils associent cet autoréférencement à de la comparaison, et de la comparaison intelligente, pas de la comparaison brute de décoffrage, une comparaison réfléchie. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Nicolas Terré, on avait écrit dans la revue EPS dernièrement un article qui s'appelle « Du bon usage de l'adversaire ». Oui, parce que la comparaison, et là je parle d'expérience vécue dans ma scolarité, n'est pas toujours un sentiment très gratifiant. On a parlé de l'EPS comme pouvant inspirer d'autres disciplines. Eh bien, je vous propose de passer au temps d'inspiration de cette émission. Et je vous propose à chacun de nous partager une inspiration sur cette thématique ou autour de cette thématique. Johan. De brûle pour point un petit peu. En tout cas, je crois que je vais faire appel à un best-seller dans les collègues de PS, c'est Born to Run. C'est ce fameux livre où il y a ce qui m'inspire, c'est cette vision un petit peu de mode de vie où on est né pour courir en fait, et ne pas oublier que c'était même le salut de notre société, où on a été plus endurant que certains autres concurrents dans la chaîne alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois aussi, résonne par rapport à différentes modalités de pratique, notamment sur les pratiques ultra que l'on voit à l'heure actuelle, et puis aussi ramener le fait que on est tous nés pour courir et que on a tous ce potentiel-là de réussite à plus ou moins grande échelle, bien sûr, mais on a tous cette vocation à pouvoir courir, se mettre en mouvement. Voilà. Merci, Maxime. Alors j'ai hésité entre 2 ouvrages. Un premier qui me rapprochait de ma culture corse et de mes origines corses, un ouvrage d'Elena Piangentini qui s'appelait Les silences de Gliano. Et puis je me suis dit, dans une rencontre canopée, je vais prendre un autre ouvrage aussi qui m'a énormément touché, qui ne parle pas de silence, mais qui parle de bruit, qui parle de violence. C'est l'ouvrage de Thierry Reverdy qui s'appelle Le Grand Secours, et qui raconte une journée d'un établissement scolaire en banlieue parisienne, et qui montre comment, alors qu'il est paisible à 7h30 du matin, il finit dans le désordre le plus absolu le soir à 18h30. Et ça, c'est un roman choral où toute la communauté éducative est convoquée par rapport à ce tremblement de terre qui secoue cet établissement et qui, témoigne de ce qui me touche profondément par rapport à mon parcours à La Courneuve, à Vaux-en-Velin, dans les quartiers nord de Marseille, à la fragilité de la vie d'un enseignant et en même temps à cette nécessité permanente auquel il est confronté, c'est-à-dire prendre des décisions au sens originel du terme, c'est-à-dire il y a 2 injonctions contradictoires de même intensité et à un moment donné, il faut choisir. Et cet ouvrage-là, je le conseille d'ailleurs à mes étudiants parce que il est magnifique. Ça donne envie en tout cas. En forme de conclusion, alors j'ai envie de dire que quand on a préparé cette émission et que Hélène elle a proposé le sujet d'EPS, je me suis dit chouette, une émission pour les profs d'EPS, et au sortir de l'émission, je dis chouette, une émission que tous les profs doivent absolument écouter parce que pour le coup, il y a beaucoup à apprendre de l'enseignement et des profs d'EPS, donc j'espère que cet épisode sera vraiment écouté par tous les profs. Merci Régis et merci à l'atelier Canopée du Var de nous avoir accueillis. Je remercie aussi Olivier Perrochot qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais qui nous a bien aidé à préparer l'émission. Et puis merci à vous qui nous écoutez. Et merci à nos invités bien sûr. C'était Il va y avoir du sport préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione.
Montage et mixage, Simon Gattegno, avec l'aide technique des ateliers Canopée 83 et 79, et remerciements particuliers à Julie Perrin-Lévins et Laetitia Sarr. coordination de production, Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. directrice de publication. Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2024. Oh, le petit jingle. Miracle. Oui. Extra classe. C'est dans la boîte.